Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce webinaire qui est dédié justement à un sujet qui n'est pas forcément régulièrement traité, celui des arbres justement et de leurs alliés microbiens. Donc on va avoir le grand plaisir d'accueillir Marc-André Sellos pour cette présentation qui va durer à peu près une demi-heure. Et puis ensuite, on aura un temps justement d'échange avec les participants. Alors sachez que vous pouvez durant toute la présentation poser vos questions dans le chat. On va compiler les questions et on les retraitera ensuite à l'issue de la présentation. Donc Johanna, qui est avec moi également, va pouvoir synthétiser toutes vos questions. Et puis, à l'issue de la présentation, si vous en avez d'autres, évidemment, on essaiera en fonction de l'afflux de questions, soit de fonctionner avec le chat, soit de vous donner la parole. Voilà, tout dépend après de la densité des questions. Voilà, bonsoir en tout cas à tout le monde. J'ai vu vos petits messages dans le chat. Vous venez de toute la France, c'est très très bien. On va démarrer directement avec une petite présentation de l'association État Sauvage, que vous ne connaissez pas forcément. Alors, on est une jeune association, en fait, puisqu'on a été créé en 2019. On est aujourd'hui reconnu d'intérêt général et notre raison d'être, en fait, elle est justement elle est là pour exister, pour éveiller les consciences, pardon, préserver la biodiversité, retisser du lien avec la nature et favoriser une symbiose avec le vivant. Un gros programme, mais qui est aussi, on l'espère, à la hauteur des enjeux que nous traversons. Et pour cela, l'association, justement, fonde son action sur deux grands piliers. Le premier, qui est celui de la sensibilisation, d'où l'objet de ce webinaire, puisqu'on essaye de vulgariser des connaissances scientifiques et de les rendre accessibles au plus grand nombre. On est également actif sur un autre pilier qui est celui de la préservation des écosystèmes, puisque l'association acquiert des forêts et les laisse en libre évolution pour laisser des refuges vraiment pour la biodiversité. Voilà pour la présentation d'État Sauvage. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Voilà, et juste avant du coup de démarrer ce webinaire, je vais vous présenter notre intervenant que vous devez certainement connaître, qui est Marc-André Sellos, alors qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle et également aux universités de Gdańsk en Pologne et de Kuning en Chine, je ne sais jamais comment le prononcer. Voilà, Marc-André est donc biologiste, vulgarisateur français en fait qui est spécialisé en botanique et en mycologie, donc la science qui étudie notamment les champignons, et il a travaillé dans les domaines de l'évolution et de l'écologie. Alors, ses travaux de recherche portent principalement sur les mycorhizes, mais pas que. Les mycorhizes, pour ceux qui ne le savent pas, sont en fait ces symbioses qui unissent les racines des plantes, pas forcément que des arbres d'ailleurs, de différentes plantes, aux champignons du sol. Et donc, Marc-André, je vous laisse la parole pour cette présentation. On a hâte de vous entendre. Alors, je vais mettre, je vous remercie d'abord de l'invitation, hein. Je vais vous mettre dans la fenêtre de discussion le site web du labo. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais vous mettre ça comme ça, vous pourrez les voir, ce qu'on fait. Puis vous verrez, il y a des tas d'articles de vulgarisation, notamment se rattachant au thème d'aujourd'hui, des articles scientifiques, des contenus sur les recherches de mon équipe parisienne, qui pourront compléter ce qu'on va dire. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, on va parler un petit peu de la façon dont finalement on ne fait pas un arbre. Et on arrive enfin dans le diaporama qui a l'air d'être à peu près stable. Donc l'idée, c'est de vous montrer qu'on ne fait pas un arbre sans microbes et qu'il y a une couche invisible qui structure ce qu'est un arbre. En fait, quand vous voyez un arbre, vous ne pouvez pas voir les microbes parce que vous n'êtes pas à la bonne échelle. Et ça, c'est le problème de la vie microbienne, c'est qu'elle est partout, mais on ne la voit pas. Or, pourtant, vous allez le concevoir, ce qu'on appelle un arbre, c'est un groupe de microbes, bien plus encore qu'un arbre. Alors, déjà, ces microbes, ils permettent à l'arbre de manger tout en mangeant. Et je vais vous parler ici de quelque chose qui fait l'objet des recherches de mon équipe à Paris, de mon équipe à Gdansk et aussi à Kunming. C'est ces associations qui existent entre les racines des arbres et des microbes du sol. Ces associations, elles ont valu bien des déboires aux navigateurs européens quand ils sont arrivés en Amérique du Sud ou en Afrique, où ils ont planté des pins parce qu'il fallait qu'ils réparent leurs bateaux. Et malheureusement, ces pins, bon, les pins, vous voyez, en vert, ça pousse plutôt dans l'hémisphère nord, il n'y en avait ni en Afrique ni en Amérique du Sud. Quand on plantait des graines, elles ne poussaient pas. Elles ne poussaient pas, mais ils ne se sont pas démontés, ils ont introduit des petits pins enracinés.
c'est-à-dire des pins qui avaient déjà des racines et qui les ont replantés avec la terre autour. Et ça a très bien poussé parce que sans le savoir, ils ont introduit des champignons du sol. Des champignons qui sont présents dans tous nos sols européens, qui ne sont jamais limitants pour des graines de pin chez nous, mais qui étaient absents des sols de ces régions-là. Comme vous le voyez ici, les champignons s'agrègent autour des racines et forment une association étroite qu'on appelle en fait une mycorhize, qui est myco du champignon avec de la racine, rhiza. Ces mycorhizes, là, je vous en montre de très très belles, hyper ramifiées sur un pin en Chine avec un scléroderme. Vous voyez que le champignon qui est jaune fait des chaussettes autour de racines qui prolifèrent. Ces mycorhizes, disais-je, ne sont pas toujours aussi spectaculaires. Parfois, le champignon n'a pas beaucoup de couleurs, comme à droite. Parfois, elles ne sont pas ramifiées, comme à gauche. Mais entre la surramification de la racine et la couleur du champignon, on arrive souvent à les voir à l'œil nu. Ces mycorhizes, disais-je, vous pouvez très bien voir en coupe qu'elles sont faites d'une chaussette de filaments de champignons qui entourent la racine et qui pénètrent entre les cellules les plus externes. En fait, l'association repose sur des échanges nutritifs réciproques. La plante donne des sucres et des vitamines aux champignons, qui en échange cède une partie de l'eau et des sels minéraux que l'ensemble des filaments qu'il fait à distance de la racine a collectés dans le sol. Donc la mycorhize, en fait, c'est une association qui a au moins un rôle nutritionnel. Les champignons de nos régions qui font ça, et qui étaient absents, je dis bien étaient absents des zones tropicales, parce que maintenant, ils ont été introduits avec les pins, et d'ailleurs les pins sont devenus invasifs grâce à ces champignons. C'est les amanites, les cèpes, les bolets, les russules, les lactaires, les inocibles, les tricolomes, les pieds de mouton, les trompettes de la mort. C'est 60% des champignons forestiers, d'ailleurs, qui ne poussent qu'en forêt et qu'on ne sait pas cultiver seul parce qu'eux-mêmes ont besoin de l'arbre. Et puis, c'est aussi les truffes. Et d'ailleurs, l'histoire de la truffe est liée aux mycorhizes, car ce sont les travaux d'un dénommé Franck, un scientifique allemand, qui dans les années 80 du 19e siècle, a répondu à une commande du ministre prussien de l'Agriculture qui voulait savoir pourquoi les truffes ne poussent que sous les arbres. Et en fait, il a découvert que les filaments qui forment l'organe végétatif, qui sont la forme de vie au jour le jour de la truffe dans le sol, s'associaient aux racines des arbres et produisaient ce qu'il a osé d'appeler des mycorhizes. Donc, les truffes, c'est par elles qu'on a historiquement, à la fin du 19e, découvert ces fameuses associations. Alors, ces associations sont très importantes et les jeunes, bien sûr, doivent les contracter. Et ils les contractent d'autant plus facilement qu'il y a autour d'eux des adultes qui ont déjà nourri des champignons. Regardez le pourcentage de racines de germination de chêne rouge, c'est une étude américaine, qui se trouvent isolés des adultes. On les a simplement isolés des adultes en mettant une membrane qui laisse passer l'eau, mais qui ne laisse pas passer les filaments des champignons, ou en contact avec les adultes. Et là, il y a un contact racinaire. On va se dire, ah bah, du coup, il y a de la compétition, mais il y a aussi des champignons. Et donc, les champignons nourris par les adultes peuvent se connecter aux petits. Bah, il n'y a pas photo, hein. Ils sont beaucoup plus mycorhizés quand il y a des contacts, quand ils sont en contact avec les adultes, que quand il n'y a pas de contact avec les adultes. Et les champignons auxquels ils sont associés ont des mycéliums beaucoup plus grands parce qu'ils ont été prépayés par les adultes. Alors là, au passage, on se dit que ça, ce n'est pas de la gestion forestière. Alors, il se trouve que c'en est concrètement parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on fait des coupes à blanc et en plus on laboure, mais alors là, c'est la double peine. Vous avez détruit tous les arbres, donc il n'y a plus personne ne nourrit les champignons qui ont besoin des arbres. Et vous avez labouré, donc les maigres filaments qui restent, vous avez bien trituré, vous les avez bien tués. Ça, c'est des pratiques qui font que quand vous allez replanter, vous allez être obligé d'amener des engrais, vous allez être obligé plus longtemps, parce que les arbres poussent mal, vous allez être obligé plus longtemps de mettre des herbicides ou de faire des traitements de la végétation concurrente pour que ça pousse et que ce ne soit pas submergé. Enfin, ça marche, mais ça marche avec des béquilles, hein. Vous préférez une forêt où les arbres sont récoltés, car quand même la forêt a un rôle de production, mais voilà, c'est des adultes pour inoculer leurs champignons bénéfiques à leurs petits hauts. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi de la protection. Alors je vais commencer par vous montrer que la mycorhize, c'est quelque chose qui protège, et puis après on prendra du recul et on verra qu'il y a d'autres microbes protecteurs. Allons-y. Comme toujours, quand vous voyez des plantes, c'est des plantes qui ne sont pas malades. Mais comment les plantes font-elles pour ne pas être malades? Comment font-elles pour supporter les toxiques du sol? Il y a plein de toxiques dans le sol. L'un d'entre eux, c'est le calcium, on va y revenir.
Alors, vous comprenez que quand une racine fine est entourée d'une chaussette de champignons, c'est un écran contre tout ce qui peut se passer dans le sol, que ce soit des molécules, des métaux lourds, un excès de calcium, un excès d'aluminium, c'est une protection. Mais il n'y a pas que ça. Euh, il n'y a pas que ça, il y a des protections beaucoup plus générales contre les pathogènes. Alors voilà une expérience que l'on fait où on a des Camesiparis qui sont mycorhizés ou non par des champignons qui, dans ces cas-là, s'appellent des gloméromycètes, peu importe l'histoire. Au temps zéro, on leur colle un pathogène racinaire, un Phytophthora, qui dévore les racines et les tue. Et on regarde le taux de survie selon que c'est mycorhizé ou non. Quand c'est mycorhizé en bleu, il y a 5% de morts. Quand ce n'est pas mycorhizé, il y a 95% de morts. Vous voyez que la mycorhize protège. Alors, elle ne protège pas d'une façon, si vous voulez, qui est du 100%. Il y a quand même de la maladie. Mais elle augmente la protection, elle crée une barrière plus difficile à franchir pour les mauvaises nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles, elles peuvent être aussi chimiques. Et vous savez que beaucoup de plantes ont des problèmes avec le calcium, on dit calcifuge, tandis que d'autres n'ont pas de problème avec le calcium, elles sont calcicoles. Comment font-elles pour se protéger du calcium? Bien, figurez-vous que la plupart des plantes, quand elles ne sont pas mycorhizées, elles ne sont pas calcicoles, même quand vous les trouvez habituellement sur calcaire. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a aussi une protection contre le calcaire, et je vais prendre un exemple. Ici, c'est l'eucalyptus. L'eucalyptus qui est clairement une plante calcicole. On la plante aussi bien sur sol calcaire ou pas. D'ailleurs, vous avez ici des plants en noir qui sont mycorhizés et qui ont poussé sur du sol calcaire ou pas, donc avec calcium ou sans calcium. Vous voyez, quand il y a un peu de calcium, quand il y a du calcium, ça pousse un peu moins, mais enfin bon, ça pousse. Ça pousse. Maintenant, regardons les courbes du dessous. C'est les courbes obtenues quand il n'y a pas de mycorhize. Quand il n'y a pas de mycorhize et pas de calcium, ça pousse quand même, ça pousse moitié moins de ce qui se passe quand il y a pas de calcium et des mycorhizes. Bon, bah, les plants sont moins bien nourris, voilà. Quand il n'y a pas de mycorhize, mais qu'il y a du calcium, là, ça pousse carrément 10 fois moins bien que ça ne pousse sur calcium, sur calcaire donc, en présence de mycorhize. Vous voyez qu'en fait, sans mycorhize, l'eucalyptus ne supporte pas le calcium. C'est ça que ça veut dire. Quand il n'y a pas de calcium, il pousse moins bien parce qu'il mange moins bien. Et quand il y a du calcium, il crève parce que ce n'est pas lui qui gère la toxicité du calcium. En réalité, le champignon, non seulement dans ces cas-là, fait encore une chaussette autour de certaines racines, sachant que les racines plus vieilles sont entourées d'écorce. En quelque sorte, dans ces cas-là, l'arbre ne voit pas vraiment le calcium. Mais aussi, le champignon pompe activement le calcium hors de la racine, il le rebalance dans le sol et là, il le précipite en sécrétant ce qu'on appelle de l'oxalate, que vous connaissez parce que c'est ce qui donne le petit goût picotant à la rhubarbe et à l'oseille. Et l'oxalate, en fait, précipite avec le calcium. Vous le voyez là, il y a des très beaux cristaux d'oxalate de calcium sur les filaments de champignons, et le calcium n'est plus libre de circuler, et donc il est immobilisé autour de la racine, et il est détoxifié ainsi. Écran protecteur, rejet de calcium, immobilisation sous forme d'oxalate de calcium. Vous avez ici les grandes façons dont la plupart des plantes deviennent calcicoles avec des champignons, alors qu'elles ne sont pas calcicoles d'elles-mêmes. Et ça, c'est une protection contre des agents physico-chimiques, et il y en a plein. Alors, sortons maintenant de terre, parce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'éprouver une longue dissertation sur les mycorhizes. On va sortir de terre et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les parties aériennes. Et là, il faut bien comprendre qu'il y a des champignons qui arrivent par voie sporale, par voie de spore, et qui s'installent dans les feuilles. Il n'y a pas que des champignons d'ailleurs, on va y revenir. Mais regardez plutôt, ils rentrent par les trous d'aération que sont les stomates, c'est les prises d'air en quelque sorte qui permettent à l'oxygène et au CO2 de rentrer dans la feuille, et ils se glissent entre les cellules de feuilles qui sont brunes là. Vous voyez très bien les champignons colorés en... Alors, il y en a qui ont des filaments fins, d'autres moins fins. Les champignons colorés en vert qui peuplent la feuille. Voilà, une feuille d'arbre chez nous, c'est une dizaine d'espèces de champignons. Une feuille d'arbre tropical, c'est plutôt une centaine d'espèces. Et puis, de toute façon, dans une feuille, il y a aussi des bactéries. Alors, elles sont beaucoup plus petites et on ne les voit pas là parce qu'elles ne sont pas spécialement colorées. Les bactéries, c'est 10 fois plus petit que les champignons. Mais du coup, on en met beaucoup plus que des champignons et on a jusqu'à 100 millions de bactéries par gramme de feuilles. Ça peut paraître énorme, cette histoire-là, mais je vais vous faire une petite analogie. On va regarder ensemble à quoi, si je suis une bactérie et que je regarde une feuille de peuplier, qu'est-ce que ça ferait si j'étais Marc-André?
Ben, si j'étais Marc-André, le fait pour une bactérie de regarder, pour moi, bactérie, de regarder une feuille, ce serait comme si Marc-André regardait tout Paris. Dans Paris, on peut mettre beaucoup de monde, hein, on peut mettre beaucoup de manifestants, par exemple. Et on espère qu'on en mettra encore assez. Mais en plus, il y a un petit détail pratique, hein, c'est que l'équivalent, c'est un Paris avec des immeubles de 500 à 1000 étages. Oui, parce que ce n'est pas une feuille pour une bactérie. Donc, on peut mettre là-dedans des tonnes de bactéries et des tonnes de champignons. Alors, vous allez me dire, l'intérêt pour eux, c'est qu'ils se réfugient là et ils mangent. Ils mangent des petits morceaux de paroi, des petites molécules qui sont émises par les cellules, des déchets. Oui, pour eux, c'est le vivre et le gîte. Ça veut dire que dans leur évolution, chaque fois qu'ils ont eu des traits, acquis des propriétés qui protègent la feuille, ben, leur vivre et leur gîte sont mieux garantis. Et donc, certains ont acquis des capacités protectrices des feuilles. Regardez plutôt. Je vous emmène dans une plantation de cacaoyers. Alors là, bon, ce n'est pas des arbres de chez nous. Vous voyez les feuilles mortes à terre. Dans beaucoup de plantations de cacaoyers, on enlève les feuilles mortes. Avec le raisonnement suivant, qui n'est pas bête, parce que des fois, c'est comme ça que ça se passe. Si je laisse les feuilles mortes, alors les maladies qu'il y a eu sur ces feuilles vont pouvoir, quand les nouvelles feuilles vont sortir, recoloniser les feuilles et amplifier la maladie. Alors, il y a des espèces chez lesquelles ça marche comme ça. Sauf que chez le cacaoyer, ce n'est pas du tout le cas. On sait qu'il y a dans le cacaoyer un champignon qui pousse dans les feuilles, c'est un Colétotrichum. Quand on regarde les dégâts de pathogènes sur des cacaoyers qui ont poussé dans différentes conditions, on s'aperçoit que quand on fait en sorte que les feuilles ne soient colonisées par aucun champignon, et notamment pas les Colétotrichum, et qu'ensuite on les expose à des pathogènes, bah, il y a plus de 30% des feuilles qui sont malades. Si on ne prend pas de précautions particulières, mais qu'on élève les cacaos sans feuilles mortes, il y a un peu moins de feuilles malades, mais enfin, il y a quand même 25% de feuilles malades. Si maintenant on élève les cacaoyers avec soit une litière mélangée, soit, ça marche encore mieux, une litière de cacaoyer, on s'aperçoit que les feuilles sont encore moins malades. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je vous passe les détails, mais l'histoire, c'est qu'il y a ce Colétotrichum qui tombe avec les feuilles mortes, fabrique des spores et recolonise les feuilles et a un effet protecteur. Donc, plus vous avez de litière et plus c'est de la litière de cacaoyer, plus vous avez de chances que le champignon protecteur recolonise les feuilles. Et donc, paradoxalement, aujourd'hui, on dit non, les cacaoyères, il ne faut plus ratisser les feuilles mortes. Voilà. Et là, c'était une protection contre les agents pathogènes, mais on sait aujourd'hui aussi qu'il y a des protections contre des stress comme les excès de lumière ou même les coups de chaleur. Bien. Alors, ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, ces microbes interviennent aussi dans le développement et l'acquisition de la forme par les arbres. Et je vous remets cette image-là, où pour le coup, vous voyez toujours vos arbres, et depuis tout à l'heure, vous dites, bon, oui, je ne vois pas les mycorhizes, ok, je ne vois pas les microbes dans les feuilles, mais il y a un truc que vous auriez dû repérer, c'est que ces arbres, ils ont une forme bizarre. Alors, non, ils n'ont pas une forme bizarre pour des arbres forestiers, hein, pas du tout. Là, les arbres forestiers, c'est toujours comme ça, mais c'est la forme des arbres en forêt qui est bizarre, non? Pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, regardez au premier plan, c'était des arbustes. Donc, ils avaient des branches dans toutes les directions. Et ça ne pousse pas comme un parapluie qui se déploie, un arbre. Ça pousse par le bout. Donc, quand plus tard, ils auront un tronc, disons, de, je sais pas moi, 30 ou 40 cm de diamètre, même si ces branches-là n'ont pas poussé, elles devraient être encore là. Où sont-elles passées? Alors, ce n'est pas une vision de l'esprit, parce que quand on prend des arbres introduits en Bretagne, que sont les Cupressus au premier plan, ou les Pine Cygnus californiens en second plan, on s'aperçoit que là, il reste bien les branches basses. Elles sont là. Et donc, la vraie question, en fait, c'est de se demander où sont passées les branches dans les autres cas. Alors, vous allez me dire, oui, les branches dans les autres cas, elles sont mortes parce qu'elles étaient à l'ombre. Oui, d'accord, mais vous voyez très bien à l'écran, elles vivotent, les branches là. Beaucoup sont mortes. Quelles morts parce qu'elles sont à l'ombre, c'est une chose. Mais où sont-elles passées? Et pourquoi se décomposent-elles pas dans ce cas-là? C'est simple. Il y a des champignons très spécialisés qui attaquent ces branches-là et qui les font disparaître.
Alors, c'est un peu compliqué cette histoire-là, parce que quand vous regardez par terre, le bois, il se décompose très vite, hein. Si vous allez regarder là un petit peu plus loin sous les arbres, le bois se décompose bien. Mais le problème, c'est que quand c'est en l'air, c'est très difficile, parce que c'est un milieu sec. Et dans ce milieu-là, ne réussissent que des champignons très précis, adaptés et à l'espèce et à la sécheresse de ces petites branches qui sont mourantes ou mortes. Par contre, quand c'est un arbre de chez nous, il y a les espèces adaptées. Le problème des arbres introduits, c'est exactement comme pour les pins tout à l'heure, c'est qu'ils sont venus sans leurs microbes. Donc là, on voit très bien que eux, ils gardent leurs branches basses. Mais les arbres de chez nous, ils ont des microbes dans le coin qui s'en occupent et qui ne se gênent pas pour s'en occuper, hein. Regardez, là, ils sont en train de proliférer. Alors, ce sont des petites mucidules, hein, qui sont en train de manger une branche de hêtre. Et c'est ce qu'on appelle les agents d'élagage. Ils élaguent les branches. Voilà, ils sont en train de les… Alors, le problème, c'est que ces agents-là, quand ils arrivent au tronc, c'est un bois trop massif, il n'y a pas assez d'oxygène dedans, ils n'arrivent pas à se développer dedans. Donc, ils meurent, ne vous en faites pas, ils ont fait des spores entre-temps, et ils ne rentrent pas dans le tronc. Et par contre, le cambium, la zone en croissance du tronc, fait un bourrelet cicatriciel qui se referme petit à petit. Et du coup, ben, il va se passer deux choses. D'abord, il n'y aura plus de contact entre l'extérieur et le bois de cœur, et ça empêche l'entrée de maladies qui pourraient, elles, dévorer le bois massif du tronc. On y reviendra, c'est comme ça que les arbres meurent, hein. Et la deuxième chose, c'est que du coup, maintenant, l'arbre, comme c'est cicatrisé, il fait une belle fibre bien droite, qui est beaucoup plus résistante mécaniquement que si la croissance du tronc englobait des branches qui seraient des sortes d'inhomogénéité dans la structure du tronc. Donc, vous voyez que ça a un effet phytosanitaire incroyable, cet effet d'élagage, c'est que ça permet de faire cicatriser complètement le tronc et donc d'isoler le bois de cœur de l'extérieur. Et deuxièmement, ça permet aussi de faire un tronc plus résistant. Et la forme des arbres, c'est une sculpture de champignons en forêt. Alors, les champignons et les bactéries, j'ai surtout parlé de champignons dans les exemples qui vont suivre, mais ce n'est pas forcément que des organismes sympas pour les arbres. Ils peuvent les égouiller, hein. Alors, il y a différentes façons de tuer un arbre. D'abord, on peut le tuer lentement. C'est ce que font les parasites qui ne tuent pas les feuilles, qui ne tuent pas les tissus où ils se développent, comme les rouilles, là vous avez la rouille du blé, mais qui affaiblissent l'arbre et qui le rendent plus prompt à mourir d'autre chose. Mais ces parasites-là vivent sur des tissus vivants. C'est aussi le cas des blancs, comme l'oïdium du chêne ou l'oïdium du platane. Vous voyez que les feuilles sont déformées, elles n'ont pas l'air très en forme, mais elles ne sont pas mortes. Par contre, l'arbre en est affaibli. Et il va peut-être plus souvent et plus facilement mourir d'autre chose. Dans les déformations induites, il y a des choses qui sont encore plus caractérisées, comme des champignons, ou parfois d'ailleurs des bactéries, qui produisent des déformations et des croissances différentes, souvent avec des hyper-ramifications, par exemple sur les sapins et les épicéas, ou encore, là c'est un Taphrina, sur les bouleaux. C'est ce qu'on appelle des balais de sorcières. Alors là, ça commence à sentir mauvais, parce que c'est quand même des trucs qui tuent plus tôt, hein. Et d'ailleurs, vous repérez que dans le balai de sorcière, il y a quand même pas mal de branches qui sont mortes parce que ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fait qu'affaiblir l'arbre. Il y a des champignons qui s'attaquent à l'arbre et qui le tuent complètement. C'est notamment les arbres qui arrivent à rentrer dans le tronc et à faire pourrir le cœur du tronc. Vous avez souvent, voilà une image, comme on en voit très souvent en forêt de Fontainebleau dans la réserve intégrale, on a très nettement un champignon qui est en train de faire plein de spores là, qui est à la fois sur la partie qui est plantée en terre et sur la partie qui a cassé. Donc ça veut dire qu'il était là avant. Et ce champignon, c'est un amadouvier là, hein. Il a tout simplement dévoré le bois de cœur et l'arbre n'est pas mort au sens où il y a la sève ne circule plus, il n'y a plus de feuilles. Non, juste il casse. Et là, il meurt. Alors, ces amadouviers-là, c'est ce qui tue les vieux hêtres. Chaque arbre a ça ou ses espèces qui le tuent. Et tout ça finit, regardez cette belle image en chandelle. Alors, ce qui est très intéressant, hein, c'est de voir que certains des champignons témoignent que le champignon était là. Regardez, ils sont tout redressés là. Ils témoignent que le champignon était là, alors que ce qu'on appelle le voli, cette partie qui a volé quand l'arbre a cassé, le voli, le champignon a commencé à se développer quand le voli était en place au-dessus. Voilà, voilà. Donc, alors là, c'est la mort. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous raconte des histoires de mort ou de maladies atroces?
dans un exposé sur le rôle bénéfique des champignons et des microbes? Parce que ça dépend du point de vue. Voilà, un champignon, c'est encore un tueur, hein, là, c'est l'armillaire. Et l'armillaire se développe en produisant dans le sol des filaments qui s'associent en gros cordons noirs. Et l'armillaire, en fait, elle s'installe sur un arbre, elle le mange, et elles font des cordons noirs qui lui permettent ensuite, un réseau de cordons noirs, qui lui permettent ensuite de... Alors, excusez-moi, je reviens tout de suite. J'avais enfermé ma famille dehors, j'avais verrouillé la porte pour être sûr d'être au calme, et ce n'était pas une bonne idée parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer. Pardonnez-moi. Donc là, nous avons ici un exemple de réseau entre les mains de cette scientifique, qui est ce réseau qui court dans le sol et qui va propager la maladie d'arbre en arbre. Alors du coup, on observe des clairières comme ça, qui sont des clairières où à certaines saisons on voit de l'armillaire. En fait, au cœur de la clairière, le champignon est installé, il se propage d'arbre en arbre, et sur les bords de la clairière, vous avez des arbres mourants, attaqués par les racines. Vous ne comprenez toujours pas pourquoi je vous raconte ça, parce que pour l'instant, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les arbres. Mais maintenant, prenons l'avion et survolons des zones de conifères, de l'Oregon, du nord du Canada. Et on voit des espèces de ronds clairs dans la végétation. En fait, dans ces ronds-là, il y a des bouleaux et des érables. Et ça, c'est bizarre parce que les bouleaux et les érables, ça germe à la lumière. Donc, normalement, ça ne devrait pas se développer dans des forêts de conifères. Mais ces ronds sont des ronds d'armillaire. L'armillaire grandit, 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 grandit et tue les conifères. Du coup, il y a de la lumière qui arrive au sol. Et les bouleaux et les érables sont insensibles à l'armillaire. Donc, ils germent, ils se développent. Finalement, l'armillaire meurt parce qu'il n'a plus rien à manger. Et au centre du cercle, les conifères peuvent lentement revenir, germer à l'ombre des bouleaux et des érables, puisqu'il n'y a plus d'armillaire, et régénérer la forêt de conifères qui est la forêt de base. Mais si vous vous placez maintenant du point de vue des bouleaux et des érables, pardonnez-moi l'expression, si les conifères n'étaient pas emmerdés par les armillaires, il n'y aurait pas de place pour eux, puisqu'ils ont besoin de gérer la lumière et qui ne supportent pas la compétition des conifères. D'ailleurs, quand les conifères reviennent, très rapidement, ils sont dominés, mis à l'ombre par les conifères, et ils en meurent. Donc, ce que je veux dire, c'est que les amis de vos ennemis sont parfois vos amis, et très souvent, finalement, ce qui tue les arbres, ce qui tue un arbre, va faire de la lumière pour des petites plantes de sous-bois, ça va faire une clairière, où il y a plein d'autres espèces qui se développent dans le sous-bois, voire même pour des espèces d'arbres qui germent à la lumière, qui se développent à la lumière, et qui ne pourraient pas se développer dans une forêt complètement fermée. Ça contribue à la diversité des espèces, et vu du point de vue de l'érable et du bouleau, l'armillaire est plutôt une bonne nouvelle. Tant pis pour les conifères. Et c'est ainsi que dans des forêts de conifères où on ne devrait pas avoir de bouleaux et d'érable, on a des érables et des bouleaux dans le nord du Canada. Les maladies des uns permettent à d'autres arbres de s'installer. Voilà, alors là, c'était un peu plus écologique. Maintenant, on va être obligé de faire un petit peu de nettoyage avant de terminer, parce qu'à force de faire des arbres, on fait des morceaux d'arbres morts. Ces morceaux d'arbres morts, vous les voyez, c'est à la fois à droite du bois mort, mais c'est aussi des feuilles mortes. Vous le voyez très bien, on les voit là. Alors, il va falloir ranger tout ça. Vous savez bien que même si dans les sols forestiers et sous les arbres, il y a souvent des feuilles, des morceaux de bois, vous savez bien que ça ne s'accumule pas indéfiniment et qu'en fait, même si c'est lentement dégradé, ça finit dégradé. Par qui? Commençons par le bois. Le bois, c'est un matériau dur où les cellules sont mortes en général au bout de quelques temps, sauf dans les cernes les plus externes, où il y a deux molécules dominantes, la cellulose. Alors la cellulose, c'est simple, c'est mou comme du papier, parce que le papier, c'est de la cellulose. Et un autre composé rigidifiant qu'on appelle la lignine. Et on peut très bien voir ces deux composés parce que selon les agents qui attaquent le bois, ils commencent par l'un ou par l'autre. Par exemple, quand ils commencent par la lignine, alors ça, c'est ce que font les champignons, c'est surtout les champignons qui font ça. Ça laisse un résidu qui est blanc et mou.
est fibreux. Vous avez sans doute vu du bois pourri qui est très très peu dense, hein, et qui est blanc, fibreux et mou. Ben, il reste que la cellulose. En fait, d'ailleurs, le champignon a commencé par la lignine, mais en général, finit la cellulose après. D'ailleurs, ces champignons, comme l'Ipholomantouf que vous voyez là, pour le coup, c'est des champignons assez intéressants pour l'industrie parce que même si c'est plus coûteux et plus difficile à mener, ça permet de délignifier, d'enlever la lignine sans faire de déchets toxiques. Bon. D'autres champignons, au contraire, font pourrir le bois en faisant des petits cubes un peu durs et roussâtres. Alors là, il reste la lignine qui ne se délite pas. Là, il y a quand même un délitement en cube parce qu'avec la dilatation, avec l'humidité, dilatation, contraction, ça finit par se casser en morceaux. Mais là, il ne vous reste plus de cellulose. Le champignon a mangé la cellulose et il reste la lignine. Et donc, les petits cubes sont durs. C'est le cas notamment des pourritures des bois d'œuvre comme la mérule. Quand vous regardez du bois atteint par la mérule, eh bien, en général, il se découpe en petits cubes. Là, c'est un champignon qui commence par manger la cellulose et puis qui souvent laisse la lignine pour l'autre. Bien, donc, le bois, qui est une grande partie de ce que produisent les arbres, est recyclé par des champignons qui le dévorent, qui respirent, qui refont du CO2, etc. Et d'ailleurs, il y a un mythe, c'est celui des insectes xylophages, qui seraient des insectes qui mangeraient du bois. Ben, ça n'existe pas, les insectes qui mangent du bois. Ces insectes-là, regardez leurs crottes. Là, vous avez les larves de ce Cerambyx qui ont creusé le bois. C'est un bois qui a pourri d'une pourriture un peu blanche, vous voyez, hein, c'est sans doute une pourriture où le champignon a laissé pour l'instant la cellulose et a mangé la lignine. Et regardez, les galeries, elles sont pleines de crottes, et ces crottes, c'est du bois broyé. Qu'est-ce qui mange l'insecte? Les xylophages, ils mangent le bois, ils l'avalent en tout cas, et puis ils font des crottes qui correspondent au bois broyé et qui, en général, en volume, rebougent complètement le trou qu'ils ont creusé. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Les microbes, notamment les champignons, qui font pourrir le bois. En réalité, les insectes de xylophages sont juste en train de manger les microbes qui décomposent le bois. Alors, j'ai une autre chose qui arrive au sol en grande quantité et qui arrive au sol tous les ans, c'est les feuilles. Vous savez, les feuilles des arbres, en plus, un petit détail, c'est que, et ça c'est un détail qu'on a sur les arbres et les arbustes, mais pas sur les plantes herbacées, les feuilles, avant de tomber, elles changent de couleur. Elles rougissent ou elles jaunissent. Alors, ces feuilles, elles ont un intérêt, c'est que dedans, il y a des restes de cellules vivantes, donc il y a de l'azote, du phosphate. C'est extrêmement fertilisant pour le sol. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi elles changent de couleur. D'autant que le changement de couleur se poursuit. Après, elles brunissent. Alors, regardez plutôt ce que ça donne, cette évolution colorée pour des feuilles de nos régions. Quand ça jaunit, on se dit « Ah, bah, c'est qu'il n'y a plus de cellulose. » Pourquoi pas, hein? Pardon, c'est qu'il n'y a plus de chlorophylle. Pourquoi pas? Mais je vous rappelle qu'il y en a qui rougissent. Donc, si vous avez une feuille verte et que vous retirez le vert, ça ne peut pas devenir rouge. Parce que s'il y avait du rouge, ce serait violet. Donc là, c'est la première chose, hein, c'est qu'il faut qu'on comprenne pourquoi ça change de couleur pour devenir très jaune ou très rouge. Il n'y a pas que le retrait de la chlorophylle. Et puis, pourquoi ça brunit? En fait, c'est assez simple. La plante accumule ce qu'on appelle des tanins. Et ces tanins, il y en a qui sont colorés en jaune, c'est des flavonoïdes, d'autres qui sont colorés en rouge, c'est des anthocyanes. Elle entasse plein de tanins dans les cellules qui vont mourir. Pourquoi, allez-vous me dire? Eh bien, à la mort de la cellule, ces tanins, ils vont réagir avec les protéines qui restent et donner un complexe tanin-protéine qui s'oxyde à l'air en brunissant. Vous savez, c'est exactement ce qui se passe quand une pomme brunit, après que vous l'ayez coupée. Il y a des tanins, quand vous abîmez la cellule, ils sortent de leur boîte, ils vont s'associer aux protéines, l'ensemble avec l'oxygène brunit, et ça fait une espèce de grosse molécule qu'on appelle un complexe tanin protéique ou encore un pigment brun. Regardez plutôt dans cette coupe de feuilles, on voit que les cellules sont complètement déstructurées, on voit que le reste de la cellule est devenu une espèce de boulette brune, une molécule extrêmement grosse, parce qu'il y a des réactions chimiques dans tous les sens, qui a une vertu, c'est qu'elle est insoluble. Donc la pluie ne va pas l'emmener. Elle va rester dans la feuille, et vous savez que les feuilles brunes, eh ben, elles restent brunes. Elles ont bruni à cause de ce qui se passe entre ces tanins colorés, jaune ou rouge, et les protéines, qui s'associent, s'oxydent et donnent ces gros pigments bruns. Voilà, dans une cellule, donc vous voyez l'emballage ici, cette cellule morte,
le reste de la cellule est devenu une énorme boulette qui est faite d'une énorme molécule contenant tout l'azote, tout le phosphore. Et ça, c'est génial parce qu'en automne et en hiver, il va pleuvoir et l'azote et le phosphore vont rester là où est ma souris. Ils ne vont pas être entraînés. Ça tombe bien parce que de toute façon, s'ils sortaient, il n'y a pas de racines pour les récupérer. Alors, quand arrive la belle saison, les champignons attaquent ça, ils font blanchir les feuilles. Regardez, hein, sous les humus épais, quand il y a plein de feuilles mortes en forêt, vous regardez en dessous, vous verrez, il y a des champignons et aussi des bactéries qui commencent à attaquer tout ça. Et ça blanchit. Il ne reste que la cellulose de la feuille. À un moment, parce que c'est la bonne saison, où l'activité a repris et les racines sont actives. Donc, quand cette attaque va libérer de l'azote, du phosphate, ben ça pourrait être récupéré par les racines. Ah non, pas par les racines. Pas par les racines. Par les champignons qui font des mycorhizes. Et oui, c'est eux qui nourrissent la plante. Et oui. Et en fait, ces champignons vont être très actifs au moment où la plante fait de la photosynthèse parce qu'elle les nourrit bien, et ils vont être beaucoup moins actifs le reste du temps. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, quelque part, la plante fait une sorte d'engrais retard, et cet engrais retard, il est lentement libéré à la bonne saison par les attaques microbiennes qui s'opèrent quand le temps redevient clément. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, quand on a des plantes introduites, souvent les complexes tannin-protéines que font ces plantes se décomposent mal. C'est ce qui explique les humus très épais qu'on a sous les eucalyptus, parce qu'on n'a pas les microbes qui sont capables d'attaquer ça. Et je vais compléter encore cette histoire en vous avouant que, d'ailleurs, il y a certains champignons mycorhiziens qui vont directement eux-mêmes attaquer les pigments bruns. C'est-à-dire que chez certains arbres, les champignons qui font des mycorhizes ne vont pas simplement chercher de l'azote et du phosphate qui traînent, non, 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 ils vont le chercher dans les pigments bruns. Et donc, quand les arbres font des pigments bruns, ils préparent une nourriture qui va leur servir plus tard, qui va être recyclée, qui est un engrais retard à la fois parce que quand ce sera décomposé, ça permettra de nourrir leurs champignons mycorhiziens, mais aussi parce que certains de leurs champignons mycorhiziens vont directement attaquer ces pigments bruns et se servir dans les feuilles mortes. Vous voyez là de très belles mycorhizes que j'ai trouvées entre les feuilles. Et ça explique d'ailleurs des fois que certains jeunes arbres arrivent à pousser sur de la pure matière organique, comme cet épicéa qui a poussé sur une souche. Ces champignons vont chercher de l'azote et du phosphate autour. Il n'y en a pas sous forme d'azote et de phosphate minéral. Par contre, il y a quelques bouts de pigments bruns et des choses comme ça qui font que ces champignons vont aller chercher de la nourriture dans la matière organique. Bref, j'ai tout recyclé. Et j'ai tué mon arbre, ça y est, mais je l'ai recyclé soit pour lui, pour ses feuilles, soit pour les autres, pour son bois mort, et je me retrouve donc avec ce qui peut être le sujet de plusieurs livres, parce que tous les livres que je vous montre à l'écran parlent un peu des choses dont je vous ai parlé, mais surtout, je me retrouve avec cette idée importante, c'est que quand vous voyez les arbres, vous ne voyez pas les microbes, mais maintenant, je pense que vous les voyez mieux sur cette image. Vous ne les voyez pas plus de l'œil, je veux dire, mais vous les voyez plus parce que vous voyez leurs effets et vous voyez comment l'arbre est en tout point jusqu'à sa mort et à sa décomposition, une histoire de microbes. Et c'est ça dont je voulais vous parler à présent. Merci beaucoup Marc-André, c'était passionnant. Je crois qu'on pourrait rester à vous écouter encore des heures. Peut-être on va essayer de prendre déjà les questions qui ont été posées dans le chat. Et si ensuite il y a d'autres personnes qui veulent compléter avec une question à l'oral, on pourra vous donner la parole. Il vous suffira de lever la main. Pour cela, vous irez dans la petite zone réaction. Et vous pourrez du coup activer le lever la main pour qu'on vous retrouve après dans la liste des personnes qui souhaitent intervenir. Voilà. Alors, Johanna, je te laisse la parole. Alors, nous avons une première question de Mino, qui a dû malheureusement quitter le webinaire, mais qui était la première question. Donc, est-ce que les mycorhizes sont des symbioses strictes ou est-ce qu'il peut y arriver qu'une relation qui est généralement bénéfique peut se retrouver être néfaste pour un des deux camps? Alors en fait, ça a été moins étudié sur des arbres que sur des petites plantes herbacées qui ont aussi des mycorhizes et pour lesquelles c'est plus facile à étudier. Mais d'une façon générale, tous les couples ne marchent pas.
C'est-à-dire qu'un champignon n'est pas bon que pour une espèce. En général, ils sont généralistes. Et les arbres aussi sont généralistes. Il faut penser qu'un arbre de nos forêts, il y a entre 100 et 200 champignons différents sur l'ensemble de ses racines, hein, d'une racine à l'autre. Ce n'est pas la même espèce. Donc, ce n'est pas très spécifique. Par contre, quand on regarde dans le détail, parmi tous les champignons qui peuvent s'installer sur une plante donnée, il y en a qui améliorent sa croissance, d'autres pas, voire même certains qui ont un effet dépressif sur sa croissance. Donc tous les couples ne marchent pas, et on comprend aujourd'hui qu'en fait, dans le sol, les champignons qui font la mycorhize s'associent à toutes les plantes possibles, les plantes s'associent à tous les champignons possibles, et après, l'interaction ne marche que si elle marche. Je veux dire par là, l'interaction ne marche que si le champignon reçoit à manger, dans ces cas-là, il donne à manger, et si la plante reçoit à manger, à ce moment-là, elle donne à manger. Donc, s'il y en a un qui essaie de tricher, ou qui, pour des raisons génétiques ou physiologiques, ne marche pas, l'interaction s'arrête. Donc, tout repose sur un choix. J'espère que c'est clair. Et effectivement, il y a des cas, enfin, tous les partenaires ne sont pas idéaux. Alors, ensuite, il y a une sous-question, ça, qui est de savoir est-ce que les champignons sont spécifiques des plantes? Et la réponse, c'est en général, ils ne le sont pas. Vous voyez, même quelque chose comme la truffe, ça peut faire des mycorhizes sur des pins. Je connais des pins mycorhiziens, c'est rare, mais il y en a. Ça fait des mycorhizes sur des différents chênes, ça fait des mycorhizes sur différents noisetiers, j'en ai vu sur des frênes. Donc, souvent, ce n'est pas spécifique, l'association. Une espèce de champignon, plusieurs espèces d'arbres. Une espèce d'arbre, plusieurs espèces de champignons. Après, il y a quelques couples spécifiques. Le lactaire délicieux, par exemple, c'est spécifique. Le lactaire délicieux, vous ne le trouvez que sous les pins. D'ailleurs, par parenthèse, vous avez vu sa mycorhize. Elle était en haut à droite. Là. Couleur lactaire délicieux. Alors, bon, la personne étant plus présente, je pense que la réponse est assez complète. Je vais passer à la question suivante, celle de Biforest Mathieu. Si on veut planter des arbres sur un sol urbain enherbé, quel est le meilleur process pour booster la vie du sol et ainsi assurer la meilleure croissance des arbres plantés? Autrement dit, comment favoriser la colonisation du sol urbain par les champignons bénéfiques à la croissance des arbres? Alors, il y a deux types d'arbres. Si on parle mycorhize, et puis après, je fais une réponse plus générale. Il y a les arbres qui ont les mêmes champignons mycorhiziens que les plantes herbacées. Donc là, s'il y a de l'herbe, ils vont se servir. Ces arbres-là, c'est les liquides en barre, les noyers, toutes les rosacées. Prunus, pommiers, poiriers, pêchers, cerisiers. Et puis les frênes. Bon. Donc ces arbres-là, s'il y a de l'herbe autour, s'il y a des buissons, ils ont les mêmes champignons. Et puis il y a les arbres vraiment forestiers, ormes, hêtres, et ceux-là, bon, effectivement, si on les plante dans un endroit où il n'y a jamais eu d'arbres, il n'y a pas trop leurs champignons. Alors, en général, en pépinière, quand même, ils en ont. Et puis, il y a des méthodes qui permettent d'augmenter la quantité de champignons. Mais je vais vous dire, en général, les sols en question sont riches. Et donc, ils n'ont pas un énorme besoin de champignons. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, parce que du coup, ils n'ont pas énormément de protection. Donc, je dirais qu'en sol urbain, le problème, il n'est pas tellement de se poser la question de savoir s'il y aura ou s'il n'y aura pas les champignons. De toute façon, ils arrivent aussi par sport, par voie aérienne, et ils finissent par recoloniser. Non, moi, je ne serais pas tellement inquiet de ça. En revanche, là où je serais plus inquiet, c'est quand on essaie de planter un arbre sur un sol où il n'y a plus de plantes. Alors là, il y a un problème, c'est que ces plantes, elles nourrissent tout un tas de microbes favorables, et je ne vous en ai pas parlé, mais aussi des bactéries favorables au niveau racinaire. Et donc, quand vous n'héritez pas des bactéries et des champignons qui sont les associés des racines des autres plantes, même s'il faudra faire un inventaire, parce qu'on l'a dit, ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous. Si vous n'héritez pas de ça, ça peut être problématique et vous pouvez avoir des problèmes de reprise. Et donc, c'est vrai que quand on arrache du bitume et qu'on plante un arbre, c'est un peu plus dur, quoi. Et les taux de survie sont moins bons, évidemment. Et là, on a plutôt intérêt, mais on n'a pas trop de processus. Enfin, il y a eu des travaux dessus, mais ça n'a pas donné de développement de routine. Hein. Il n'y a pas de production de plants en pépinière qui utilisent les connaissances qu'on a. Mais on sait très bien qu'on peut augmenter la reprise en inoculant des champignons en pépinière spécifiques à ces arbres pour qu'ils arrivent boostés de champignons qu'ils ne vont pas trouver sur ces sols-là. J'ajoute un petit détail, c'est que les sols urbains sont souvent pollués par des métaux lourds ou des hydrocarbures. Et aujourd'hui, il y a une pratique urbaine qui est complètement débile.
quand on y pense, c'est comme ces sols sont pollués, quand on plante un jeune arbre, pour qu'il aille bien, on décaisse 1 ou 2 mètres cubes et on met de la bonne terre. Et du coup, au début, il pousse bien. Puis, à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a poussé, il commence à entrer dans la mauvaise terre. Et on avait proposé à la ville de Paris, et j'ai quelque amertume de ça parce que c'était un truc chiant et con, donc moi, je n'avais aucun intérêt à ça. On peut garder ça dans l'enregistrement. Je n'y avais aucun intérêt, simplement, je me dis, tiens, pour une fois, je vais servir à quelque chose. De tester ce que ça donne quand on arrache un arbre et qu'on en plante un autre, de garder, quitte à ramener un peu de sol frais, mais de garder le sol pourri qu'il y avait là, parce qu'il est plein de champignons adaptés à ce sol. Et donc, on voulait une étude pour voir qu'est-ce que ça donne de garder le sol pourri, sachant que de toute façon, ce sol de mauvaise qualité, c'est celui qui finira par rencontrer l'arbre quand il grandira. Bon, on attend toujours l'argent. On a eu des commentaires polis de gens qui, au fond, doutent de ce dont je vous ai dit. Ils ne voient pas l'arbre comme une construction microbienne. Et bon, voilà. C'est un peu amer, hein, mais c'est l'histoire des chercheurs, c'est qu'ils passent les 3/4 de leur temps à écrire des projets de recherche qui ne sont pas financés. Donc, vos impôts les payent à faire non pas de la recherche, mais du paplard. Et là, pour le coup, les papiers, ils ont servi à rien. S'il y a quelqu'un de la mairie de Paris, là, au bout du fil, c'est le moment de sauver les chercheurs en leur donnant un peu d'argent pour embellir les arbres urbains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, je passe à la question suivante. Un seul orme a survécu dans ma mini-forêt. Tous les autres ont disparu en raison de champignons. C'est plus un constat qui appelle une réflexion. Alors oui. Vous savez que donc ça c'est une maladie, alors pas américaine, parce qu'on avait une maladie de l'orme en France, mais enfin, il y a une maladie de l'orme sur les ormes américains, et ce qui s'est passé à un certain moment en Europe, c'est qu'à la fois il y a eu un hybride qui s'est fait entre donc l'agent de champignon, c'est l'agent de la graphiose, hein, c'est un Ceratocystis, et donc il y a eu un hybride qui s'est fait entre les Ceratocystis américains et les Ceratocystis européens qui était extrêmement invasif à partir des années 70 et qui a tué nos ormes. D'autant plus que cette maladie est propagée par des scolites. L'idée, c'est que c'est des petits insectes qui mangent la partie vivante du bois, celle qui est entre l'écorce et le bois. Ils font des galeries très jolies. Hein. Tiens, je vais vous montrer ça. On va repasser, je vais reprendre la main, je vais vous montrer les galeries. En route. Vous avez mon écran? Oui, on voit bien l'écran. Alors, ça fait des dessins sous l'écorce que vous connaissez bien, je pense. Vous avez sans doute déjà vu ça, là. Tout à fait. Bon, là, en fait, ça, c'est la galerie que fait la femelle. Donc, souvent, il y a un point de sortie à un bout. C'est une galerie qui est aveugle. Elle pond ses œufs, puis elle rebouche tout. Et les larves éclosent et se développent. Et vous les voyez qui se développent, elles mangent le bois, enfin, elles mangent les tissus vivants. Là, il y a à la fois du bois, puis les cellules sont vivantes. Et puis elles grandissent, et ça se finit par un trou de sortie. Alors, si c'est un mâle, il va chercher une femelle. Si c'est une femelle, elle va faire un trou, enfin une galerie, où elle va manger et poser ses petits. Mais l'arbre se défend. Et en fait, l'auxiliaire pour affaiblir l'arbre, c'est que les femelles prennent dans des poches spéciales des petits bouts d'un champignon qui est l'agent de la graphiose, et quand elles arrivent et qu'elles creusent leur galerie, elles inoculent la maladie à l'arbre. Du coup, l'arbre, il est attaqué par un insecte et un champignon, et il est affaibli, et il ne se défend pas, et c'est comme ça que l'insecte arrive à s'installer. Et au passage, quand il part, alors les mâles se sauvent comme ça, les femelles prennent pour mettre sur leurs œufs un peu de champignons, mais le champignon, il reste, et il finit par tuer l'arbre. Donc, notre épidémie, c'est à la fois le fait qu'il y a un hybride franco-américain, euro-américain qui s'est produit, et qu'il y a des scolites américains qui se sont introduits, qui sont de très bons agents de propagation. Et le résultat de tout ça, c'est que nos ormes sont morts, à part que, ils repartent de la base. Donc, ils buissonnent. Et puis, dans certaines régions, on voit que maintenant, ceux qui restent, des fois, ils font des fruits. Mais c'est rare qu'ils deviennent gros parce que, en fait, plus un arbre est gros, plus l'écorce est épaisse et plus c'est attirant pour les scolites. Donc, plus vous êtes gros, plus vos branches sont grosses, plus vous risquez d'attirer le scolite. Et on arrive souvent
à des images comme ça. Alors, est-ce que moi, je vais vous montrer peut-être quelque chose dans ma diapothèque? Je vais vous montrer des images de mon île en Bretagne, de Belle-Île-en-Mer. Alors, on va mettre scolite dans le nom. Voilà. Alors là, de très belles photos hein, de ces galeries. Là, c'est beau comme tout. Enfin, c'est beau. Voilà, quand on n'est pas le... Et voilà des images de ma Bretagne. On voit très bien que les grandes branches sont mortes et les branches basses, les reprises de la base, elles survivent bien. Voilà. Alors ça, vous voyez, branches basses survivantes et les branches hautes sont mortes parce que elles ont été l'écorce est assez épaisse pour que ça attire les scolites. Alors ça, donc, ça montre que les essences exotiques, les flux commerciaux, les importations d'essences exotiques, c'est une vraie catastrophe sanitaire. C'est ça que ça nous raconte. C'est que les échanges commerciaux, ça échange des maladies. Donc, que ce soit les coronavirus ou les graphioses de l'orme, elles prennent l'avion, elles prennent le bateau et là où elles arrivent, elles font des dégâts. Pensée locale, hein. C'est s'éviter les maladies des autres. Enfin, c'est avoir le temps de trouver des solutions avant qu'elles arrivent. Je passe peut-être à la question suivante. En agroforesterie, dans des pâturages, peut-on choisir des associations particulières qui vont bénéficier à des graminées avec des arbres fourragers? Alors, vous comprenez que ce qui va être intéressant, c'est les cas. Alors, je ne parle que des mycorhizes. Hein. L'agroforesterie, elle a plein d'autres effets microclimatiques, d'entretien des bactéries du sol, d'utiliser mieux l'eau du sol parce qu'il y en a qui vont chercher profond, d'autres qui cherchent en surface, les cultures annuelles. L'agroforesterie, hein, c'est mettre des arbres dans des systèmes soit d'élevage, comme en Normandie, hein, c'est le pâturage sous les pommiers, ou au-dessus d'une culture comme du blé, des céréales, tout ce qu'on veut. L'agroforesterie, c'est une bonne idée parce que, bien sûr, il y a de la concurrence entre les arbres et les cultures annuelles, mais comme l'arbre, il n'a pas ses feuilles au même moment que la culture annuelle, et vice-versa, comme les racines sont pas au même endroit, vous utilisez mieux la lumière, vous utilisez mieux l'eau et vous produisez plus de bois et de céréales sur un hectare que si vous produisiez que du bois ou que des céréales. Hein. En gros, si vous regardez ce que vous produisez sur un hectare en agroforesterie, et que vous dites combien il faudrait de pure culture de céréales pour avoir autant de céréales et combien il faudrait de pure culture d'arbres pour avoir autant de bois, et vous faites le total, vous trouvez 1,2 à 1,6 hectares. Donc, c'est génial, l'agroforesterie, c'est une façon de gagner de la place. Bien sûr, vous faites moins de blé à l'hectare que s'il n'y avait pas d'arbres, mais au total, sur un hectare, vous faites plus que sur un hectare de pure culture ou de pure forêt. L'agroforesterie, ça a donc plein de vertus. Et si maintenant on essaie de réfléchir à, plus particulièrement par rapport à ces champignons mycorhiziens, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que la culture annuelle, elle part souvent avant les arbres. Donc, elle va nourrir des champignons, et ce serait bien que les arbres ils puissent les récupérer, et notamment quand il n'y aura plus qu'eux. Donc là, pour que le relais se fasse, on retombe sur cette idée de tout à l'heure, qui est que de ce point de vue, je ne dis pas que c'est le seul critère, et donc je ne dis pas qu'il faut planter que ces arbres. Mais si vous voulez une synergie de champignons, alors il faut que vos arbres soient des rosacées, des frênes, des noyers, des liquides en barre à la rigueur. Voilà. Mais c'est si vous voulez jouer cette synergie. Aujourd'hui, nous, on travaille dans le vignoble bordelais, dans des parcelles de châteaux à Saint-Émilion, où on réintroduit des arbres. Et justement, on a la chance de suivre ce que ça donne sur la microbiologie du sol et de la vigne. Et ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois des arbres qui ont les mêmes mycorhizes que la vigne, des poiriers, je crois que ce sont des pommiers, des poiriers, et puis un autre truc. Et des charmes, qui eux sont des arbres forestiers avec un type de mycorhize complètement différent. Et on va voir ce que ça donne, justement, que ce soit le même type de mycorhize ou pas. C'est un truc assez intéressant. On verra si, justement, il y a des synergies qui se jouent au niveau mycorhizien ou pas, en termes de diversité, d'abondance de colonisation. Mais c'est une page assez ouverte, hein, les effets fins sur les microbes de l'agroforesterie. Donc, on va prendre encore quelques questions.
jusqu'à 20h15. Alors, il y avait une question de Biforest Mathieu, qui en avait déjà posé une, et je pense que du coup, ça s'inscrit dans la continuité. Doit-on simplement disposer compost et purin en surface pour booster la vie du sol, bénéfique aux arbres forestiers? Alors en fait, c'est une question qui est indépendante des arbres. Mais il faut comprendre qu'il y a deux façons dont la matière organique arrive dans le sol. La matière organique, quand elle va être dans le sol, elle va avoir plusieurs effets. Elle va contribuer à retenir l'eau, elle va contribuer à faire la structure du sol, elle va nourrir des microbes qui la décomposent, et donc au passage, ça aura un rôle d'engrais parce que ça va libérer de l'azote et du phosphate. Et puis, la matière organique, elle a une autre vertu qui nous intéresse, c'est que quand elle est dans le sol, c'est du carbone qui est dans le sol, donc c'est de l'immobilisation de carbone, hein, c'est du stockage de carbone, et ça, c'est bon pour le climat. Alors la question, c'est naturellement, comment la matière organique arrive au sol? Elle arrive de deux façons, elle arrive par-dessus, elle tombe, c'est les feuilles mortes et tout. Et puis petit à petit, elle est enfouie par les vers de terre qui viennent faire caca par-dessus, par exemple. Alors évidemment, en forêt, il y a peu de vers de terre, donc l'enfouissement est moindre, c'est pour ça qu'il y a plein de feuilles. Mais il y a une deuxième façon dont la matière organique arrive au sol, c'est par les racines. Quand elle meurt, dans le sol. Et il faut savoir que l'apport de matière organique par les racines, ça équivaut à 1 à 5 fois l'apport de matière organique par tout ce qui tombe en surface. C'est énorme. Donc il faut comprendre que quand vous faites pousser des plantes, elles injectent de la matière organique dans le sol par leurs racines. Puis ensuite, il y a ce qui tombe en surface et qui va être plus ou moins lentement incorporé. Très vite, s'il y a des vers de terre, parce qu'ils font caca en surface, donc ils enfouissent tout. Moins vite s'il y a moins de vers de terre. En forêt, typiquement, il y a soit des tout petits vers qu'on appelle les anchytrides, qui enfouissent très lentement. On les appelle aussi les anchytrés. C'est long comme ça, hein, au maximum. Ça fait, un tiers de centimètre au grand maximum. Donc ça enfouit lentement, beaucoup plus lentement que les lombrics. Et puis des fois, il n'y a carrément pas de vers. Alors ça, c'est dans les landes, et là, l'enfouissement est vraiment très compromis. Donc, tant que vous avez des vers, et surtout si vous êtes sur un sol riche où il y a beaucoup de gros vers de terre comme des lombrics, la matière organique, on la met en surface. Alors d'abord, amener de la matière organique, c'est faire pousser des plantes. Elles, leurs racines, voilà. Faire pousser des plantes, par exemple, en hiver, quand on ne fait rien pousser d'autre. Et puis, c'est amener la matière organique en surface et compter sur la vie du sol pour l'enfouir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on amène en surface d'un sol qui a été labouré de la matière organique, elle ne s'enfonce pas parce que vous avez tout tué dans le sol, donc il n'y a plus trop de verre, il n'y a plus trop de vie, donc l'enfouissement ne se fait pas. Mais ça, c'est une conséquence du labour. Dans un sol vivant, s'il est riche, l'enfouissement se fait vite parce qu'il y a des lombrics. S'il est moins riche, ça se fait plus lentement parce qu'il y a des anchytrés. Et s'il est encore moins riche, ça ne se fait pas, mais personne ne va gérer les landes bretonnes et les landes d'altitude. Tout au plus, on élève des vaches et c'est tout. Donc ce dernier point n'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est que le sol soit vivant et la matière organique est vite enfouie. Et là, elle opère tous ses rôles sur la structure du sol, la rétention de l'eau, et par sa lente décomposition, la libération de fertilité. Merci pour cette réponse. Alors, on a une autre question. Bonjour, y a-t-il des mycorhizes également en milieu humide, ouvrage infiltrant et milieu saturé en eau? Non, alors il y en a moins, mais il y en a quand même. Mais il y en a moins. En fait, pas tellement parce qu'il y a de l'eau, mais parce que souvent, quand il y a de l'eau, il y a de la circulation de nutriments et les racines arrivent à se nourrir elles-mêmes. Mais il y en a quand même. Longtemps, on a cru qu'il n'y en avait pas parce que les champignons respiraient mal. Et en fait, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, la plante arrive à se débrouiller un peu mieux seule quand il y a de l'eau. Déjà, elle n'a pas de problème d'eau. Et ensuite, cette eau, si elle est circulante, elle mobilise facilement les ressources nutritives. Donc, c'est plutôt une question de richesse du milieu que, à proprement parler, d'eau. Et quand vous prenez des milieux où il y a de l'eau, mais qui sont pauvres, là, vous trouvez des mycorhizes. Genre les sols de tourbe, par exemple, tourbières. Les éricacées qui poussent là, les bruyères et les calunes sont intensément mycorhizées, les myrtilles aussi. Merci. Alors, on a encore un petit peu de temps, donc je vais en prendre une autre question. En forêt, on n'apporte généralement pas d'azote, fumure, engrais, et il n'y a pas de légumineuses, sauf acacia, d'où provient l'azote nécessaire à la fabrication des protéines. En plus, l'acacia, ce n'est pas une vraie exception parce que c'est comme une plante introduite.
rapporté au XVIIe d'Amérique par Robin, jardinier du roi. D'ailleurs, les 2 premiers exemplaires poussent encore à Paris. Hein. L'un, il est encore là lui-même, il est dans un petit square à côté de Notre-Dame, hein, de l'autre côté du parvis de Notre-Dame. Et l'autre, il est au muséum. Alors, le tronc d'origine est mort, mais il y a des rejets de souches. Et maintenant, c'est un bosquet qui est juste contre le bâtiment où il y a mon laboratoire, juste contre le bâtiment de l'herbier. Mais donc, c'est introduit. Donc, alors, l'histoire, c'est que... oui, la question, c'est d'où vient... Excuse-moi, la question, d'où provient l'azote nécessaire à la fabrication des protéines? Alors, de l'azote, le problème de l'azote dans le sol, hein, c'est qu'il ne vient jamais de la roche. Il n'y en a pas dans la roche. Le carbone de la matière unique, il vient de la photosynthèse. Tous les minéraux, ils viennent de la roche. Mais d'où vient l'azote? Alors, l'azote, en fait, à un moment ou un autre, il a été extrait de l'atmosphère. Bon, il arrive qu'il vienne juste d'à côté. Vous voyez, il y a de l'eau qui arrive, qui ruisselle, elle amène de l'azote d'à côté. Mais d'où est-ce qu'il vient dans le sol d'à côté? Si vous remontez, à un moment, c'est de l'azote de l'atmosphère que des bactéries ont réussi à transformer en acides aminés et donc de là en protéines. Certaines de ces bactéries sont associées aux plantes. C'est ce qui se passe chez les légumineuses comme le robinier. Et à ce moment-là, ces plantes, elles échangent du sucre contre des acides aminés et elles se retrouvent être elles-mêmes très riches en azote. Bon. Mais il y a aussi des bactéries libres qui font ça. Alors en forêt, on est plutôt sur un système de bactéries libres et en fait, là où on a laissé des forêts, il faut bien comprendre qu'avant, il y avait des forêts un peu partout. Donc il y avait des forêts même sur des sols très riches. Et là, il y avait de la fixation d'azote. Il y avait des aulnes, bon, enfin, c'est à peu près tout en termes d'arbres, mais sur ces sols-là, il y avait aussi ce qu'on appelle des légumineuses qui sont aussi fixatrices d'azote. Maintenant, nous, on a défriché tous ces endroits-là pour mettre de l'agriculture. Et en fait, il faut comprendre qu'on a laissé la forêt que là où le sol n'était pas riche. Et dans ces sols-là, il y a peu de fixation d'azote, il y a en fait peu d'azote, et les plantes sont adaptées à vivre avec pas beaucoup d'azote. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles font des pigments bruns. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser filer l'azote, vous me suivez, qu'on n'a pas pu récupérer avant la chute de la feuille. Quand vous prenez les plantes de milieux riches, c'est-à-dire nos plantes agricoles, ou alors les forêts qu'il y avait sur nos sols agricoles, qui étaient des forêts d'érable ou des forêts d'aulne. L'aulne, il ne change pas de couleur en automne. Bon, les érables, vous allez me dire, mauvais exemple. Ok, Marc-André, tu ranges tes érables. Les peupliers, non plus. Bon, quand vous prenez, ils ne changent pas énormément de couleur, ils ne sont pas beaucoup de tanins, en tout cas dans leurs feuilles. Quand vous prenez ces essences-là, elles faisaient beaucoup moins de pigments bruns. Les pigments bruns, on trouve ça sur des espèces forestières de milieux pauvres parce que c'est une façon de se cramponner à ce qui reste d'azote et de recycler tardivement ce qu'on n'a pas pu recycler tout de suite. Les pigments bruns, si on a ça sur nos plantes forestières, nos arbres forestiers, c'est qu'en fait, c'est une adaptation à la dèche, quoi. Ils vivent dans la dèche et ils gèrent la dèche, notamment comme ça. Merci beaucoup, Marc-André. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Est-ce que c'est OK pour Moi, vous? je suis encore libre. Nous, on peut continuer, mais après, on grignote le temps. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont près de Fontenay-aux-Roses, mais moi, je pars à Fontenay-aux-Roses pour animer une projection de mission régénération sur les sols. Donc, vous êtes invités, si vous êtes à Fontenay-aux-Roses. Qui est un film sur les sols, effectivement. Donc, à voir. Toutes mes activités sont annoncées sur Facebook et sur LinkedIn. Hein. Donc, il suffit de demander de se connecter à moi sur ma page Facebook, pas mon compte, ou sur LinkedIn, et vous aurez droit toutes les semaines à une ennuyeuse litanie de cinéma, de webinaires et d'autres singeries. Alors, soyons sérieux. Une question? Je vais en sélectionner une. Quelle pratique culturelle pour les arbres en ville? Garder les feuilles dans des zones de stockage feuilles mortes, et ce à quelle distance? Si vous êtes sur un arbre où il y a un tout petit cercle de sol et qu'il y a du bitume autour, là, vous ratissez et vous vous servez de vos feuilles comme paillage ou vous les amenez dans des parcs. Voilà. Après, ce qui serait archi-idéal, dans un monde rêvé, ce serait que les arbres ils soient au milieu d'un sol plus ouvert, qu'il y ait un îlot de verdure au pied de chaque arbre et qu'on puisse balancer les feuilles là-dessus. Ça ne marcherait pas très très bien parce que le vent a tendance à faire des choses, on voit très bien en ce moment en ville, ce que ça donne quand il y a des choses qui traînent sur le trottoir, le vent s'occupe de les foutre un peu partout. Mais donc, pour être plus pragmatique, on voudrait que ça alimente le sol
où l'arbre met ses racines. Parce que quand même, l'arbre en ville, surtout s'il a ses racines sous le bitume, la seule chose qui lui permet de survivre, c'est qu'il n'y a pas de compétiteur. Et que donc, il n'y a plus rien à bouffer dans ce sol, mais il est le seul à... Oui, c'est un peu comme dans The Last of Us, quoi. Il n'y a plus qu'une poignée de racines qui vivent sur les restes de ce qui avait été entassé avant. Et donc, les arbres qui sont sous du bitume, s'ils arrivent à se développer, c'est qu'ils sont en fait les seuls à exploiter un sol où il ne se passe plus rien, où il n'y a plus rien de vivant, plus de production de fertilité. Alors, ils vivent de restes de ce qu'il y avait avant, et comme ils sont seuls et qu'ils mettent leurs racines très loin autour parce qu'il n'y a plus de concurrence, ils arrivent à survivre. Mais c'est quand même tordu, et ça ne les rend pas très vigoureux. Et ça contribue à les affaiblir, et du coup, après, ils sont plus facilement malades par les parties aériennes. Et ensuite, en ville, dès qu'ils sont creux, c'est dangereux parce que ça peut tomber, donc on les coupe. Du coup, on voudrait quand même qu'ils soient associés à des grandes surfaces de sol. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moins dans certaines villes, on voit qu'à la base des arbres, on essaie de développer alors soit des choses organisées par la ville elle-même, à Paris, ça arrive ponctuellement, soit des espaces que l'on laisse. Mais ça, à Paris, ça n'a pas été bien fait, les gens n'ont pas suivi le mouvement. Alors du coup, la mairie de Paris est tentée maintenant d'arrêter. On dit aux gens, ben voilà, vous plantez ce que vous voulez sous les arbres. On retire les grilles, on élargit la scarification du bitume et vous l'appropriez. Ça n'a pas très bien marché dans tous les quartiers. Mais ça, c'est mieux. Parce qu'en fait, l'arbre, il est sur un sol vivant, c'est-à-dire un sol où il y a des plantes qu'il y a autour, et ils se mettent tous à entretenir des microbes, il y a la matière organique qui rentre, et donc qui va permettre à ce sol d'être riche en microbes. Enfin, on y gagne parce qu'on refait un sol, quoi. Il n'y a pas d'autres questions plus Oui, microbes? je peux en prendre encore un. Oui, et puis peut-être des questions très microbes. Parce que là, on est un peu culture des Oui. arbres. Alors moi, je ne suis pas un arboriculteur. Hein. Avec la sécheresse et la canicule de l'été 2022, on observe une régression de la chalarose du frêne. Le changement climatique va-t-il sauver les frênes de France? Dit autrement, a-t-on des études qui s'intéressent à l'évolution des champignons avec le changement climatique, à savoir élévation des températures, changement hydraulique par exemple? Oui, alors, c'est vrai que la chalarose du frêne, qui est une maladie introduite avec les frênes de Mandchourie, alors, c'est le moment de faire une petite parenthèse. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent adapter la forêt au changement climatique en changeant les espèces. Alors, c'est à la fois une bonne idée si vous prenez des espèces qui viennent de pas loin au sud, de pas loin à l'ouest, parce que vous introduisez pas de maladies qui ne sont pas déjà dans le quartier. Donc ça, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on appelle la migration assistée. Mais il y a des gens qui veulent introduire des espèces venues d'autres continents. Et ça, c'est le début des conneries, parce que, un, elles ne sont pas adaptées à notre continent, deux, elles arrivent avec leurs maladies qui déciment tout. Je vais donner l'exemple de la carence des fraises. Et puis trois, de toute façon, ensuite, quand leurs maladies finissent par les rattraper, elles crèvent. En ce moment, les Douglas, en Allemagne, ils font vraiment très sale tête. Alors, mon exemple d'apport de maladie, c'est justement le frêne de Mandchourie, qui est une mauvaise solution à essayer de trouver de nouvelles plantes pour s'adapter au changement climatique, qui a ramené sa maladie. Le truc, c'est que cette maladie ne supporte pas les chaleurs estivales. Donc, elle a du mal on l'a vu venir de Pologne, où elle s'est introduite, elle est descendue vers le sud de l'Europe, et quelque part en France, elle a commencé à avoir du mal à aller vers le sud. Tant mieux, parce que ça tue les frênes et on n'a pas de méthode de lutte. Et donc, plus la chaleur estivale remonte au nord, plus on sauve de frênes. Enfin, vous avez du mal à me faire croire que c'est une raison pour se féliciter du réchauffement climatique. Je ne doute pas d'ailleurs que la question ne visait pas à célébrer le changement climatique. Mais ça, c'est un moment où, pour le coup, le changement climatique a un effet positif. C'est que ça va sans doute nous sauver les frênes du sud de la France. Vous savez, à un moment, l'ONF était très négatif là-dessus et faute de méthode de lutte, leur recommandation, c'était de ne plus planter de frênes. Alors, il y a des études qui s'intéressent à l'évolution des champignons, mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Il y a des études qui voient comment les écosystèmes changent en fonction du changement climatique, quitte éventuellement à chauffer un endroit ou à le mettre sous une bulle où on injecte de l'air avec plus de CO2. Mais ces expériences, elles ont une limite. C'est qu'elles nous racontent comment réagissent les organismes actuels. Ils ne nous racontent pas justement l'évolution. Et l'évolution, c'est ce qui se passera après 10 ans d'été comme on a eu l'an dernier. Et là, éventuellement, peut-être qu'apparaîtront des variants de la rose du frêne qui pourront aller au chaud et sec. On ne sait pas. Donc, les études, elles s'intéressent aux réactions des écosystèmes au changement à court terme avec les habitants actuels,
mais elle ne peut pas parler de l'évolution qui va se passer sur 10, 15, 20, 30 ans et qui va changer les propriétés des espèces. Et qui peut d'ailleurs en sauver certaines, dont les membres actuels ne sont pas sauvables. C'est valable pour les arbres. Peut-être que demain, on aura effectivement des hêtres plus résistants au manque d'eau. D'ailleurs, on sait bien qu'on a des forêts du sud de la France où on a des hêtres et où il y a beaucoup moins d'eau. Par contre, ça peut être une mauvaise nouvelle. Peut-être que demain, on aura des calaros du frêne résistants à la chaleur estivale. Pas de chance. Alors, je me permets de vous proposer une dernière question. Que pensez-vous des pratiques forestières comme la coupe à blanc et quels conseils donner quand on voit de telles pratiques chez les forestiers? Alors, la coupe à blanc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous tuez les champignons mycorhiziens, vous tuez tous les microbes, même les bactéries associées aux racines, et du coup, vous allez avoir une reprise plus lente, vous allez être obligé de désherber, ça va vous coûter de l'argent, ou alors vous allez mettre du glyphosate, vous êtes obligé de mettre des engrais pour que les arbres repartent mieux. Bon, c'est une catastrophe. Alors, qu'on ait fait ça quand on ne comprenait pas trop comment ça marchait, c'est une chose. Maintenant qu'on sait comment ça marche, on est tous. On devrait tous être en faveur de ce qu'on appelle des futaies jardinées, des forêts irrégulières. C'est des forêts où il y a toutes les tranches d'âge, puis on extrait des arbres, ou alors peut-être par petits poquets, pour que ce soit plus simple. Par petits paquets de différents tranches d'âge, puis à un moment, on ramasse ceux qui sont un peu vieux, ça repousse là, et ça profite de tout ce qu'entretiennent ceux autour, mais la coupe à blanc sur les grandes surfaces, c'est un truc de violent, quoi. C'est encore ces façons dont on est rentré dans le vivant, mais de plein de façons. Hein. Regardez, on est rentré dans nos vies comme ça. Regardez le scandale actuel des polluants éternels, hein, ces composés fluoroalkylés. Regardez les scandales des perturbateurs endocriniens qui, petit à petit, sont produits par les plastiques, que ce soit dans une bouteille d'eau ou par un vieux morceau de plastique dans le sol. En fait, on est partout rentré comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Tant qu'on ne savait pas que dans ce magasin, il y avait de la porcelaine, c'était une bonne idée. Mais maintenant qu'on sait que c'est un magasin de porcelaine, ça peut être temps de descendre de l'éléphant et de commencer à circuler dans le magasin avec un peu plus de souplesse. Et là, la coupe à blanc, c'est une de ces nombreux cas où en fait les gens insultent leurs impôts. Ce que j'appelle insulter ses impôts, c'est avoir payé une recherche qui a compris les choses et pas s'en servir. Alors vous me direz, tout est homogène, parce que les gens insultent leurs impôts, mais en même temps, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les résultats de la recherche, mais en même temps, ils sous-financent la recherche. Alors bon, c'est homogène finalement. Finalement, le fait de ne pas donner d'argent de la recherche, c'est cohérent avec le fait qu'on n'utilise pas les résultats de la recherche. Et j'insiste là-dessus, derrière mes bouffonnades, on est en train de parler de l'agroécologie. On est en train de parler de la façon dont on va faire de l'agronomie ou de la foresterie d'ailleurs, en utilisant les connaissances de l'écologie. Et ça tarde à pénétrer, et c'est dommage. Parce que c'est des outils alternatifs à des méthodes qui sont des méthodes de l'ordre de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. En fait, j'aimerais citer Rachel Carson, qui est notre idole à tous, qui, du fond des années 60, a écrit ce fameux livre, vous savez, Le printemps silencieux, dénonçant les pesticides, et qui dit que nos interventions dans les écosystèmes, ce sont des coups de gourdin sur la délicate complexité du vivant. C'est très joli comme formule. Et on n'est pas sorti de ça. La coupe à blanc est un coup de gourdin sur la délicate complexité de la forêt, si je peux parodier. Alors, après, vous pouvez aller engueuler les forestiers, hein, mais ce n'est pas la solution, parce que les forestiers, ils font ce qu'on leur dit de faire et ils font ce qu'on leur a appris à l'école. Moi, je vous inviterais plutôt à vous pencher sur l'éducation aux sciences du vivant et de la Terre en France et à aller faire un tour par un truc que je veux vous montrer, parce que moi, j'y passe mes nuits et j'y crois intensément. Alors, est-ce que quelqu'un devine ce que je vais montrer dans le chat? Je vais vous montrer le logo de la Fédération Biogé qui regroupe des académies, des sociétés scientifiques et le muséum, l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, des sociétés de jardinage, n'importe quelle association dont vous êtes membre et qui veut nous rejoindre, et puis aussi des simples citoyens qui viennent aider et qui organisent à la fois des journées annuelles à Rouen, une journée naturellement, c'est sur microbiote, santé, environnement cette année, qui fait des pieds et des mains pour avoir des auditions à l'Assemblée, pour aller au ministère, pour enseigner aux jeunes la biologie et le vivant. Et en fait, la Fédération Biogé, elle se bat pour remettre entre les mains des gens les produits de la science, en leur montrant que ce n'est pas que des mauvaises nouvelles, c'est aussi des outils d'action et des façons d'espérer dans une évolution de l'environnement et du contexte sanitaire qui peut parfois paraître désespérant, mais qui ne l'est pas, si on se saisit de la science comme d'un outil. Donc, adhérez, faites adhérer, donnez de l'argent,
trouvez-nous des sponsors, mais aidez-nous de grâce, parce qu'on n'est pas très riches et pas très nombreux, et on est des gros universitaires malhabiles, donc nous, on a besoin de payer des agences de com si on veut faire quelque chose. À l'aide. Et Merci après, Marc-André. le problème de la... Oui. Non, mais je veux dire, quand la génération suivante sera mieux formée, le problème de la coupe à blanc sera résolu. Le problème aussi de savoir s'il faut se vacciner ou pas et dans quelles conditions sera résolu. Est-ce qu'il faut se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique ou pas? Ce sera résolu. La prévention du sida, ce sera résolu. Le problème de l'agriculture, des pesticides, ce sera résolu. Mais c'est le changement de génération qu'il faut qu'on organise. Le problème de la forêt, de la coupe à blanc, n'allez pas engueuler les forestiers, ça ne sert à rien. Alors, pour ceux et celles qui veulent savoir plus, on renverra un email de toute façon avec le nom de la fédération et le lien vers le site internet si vous souhaitez adhérer. Il y a donc, plein de contenus en plus. Plein de confs. Ouais. Tout à fait. Bon, on a un peu dépassé, mais c'est vrai que c'est passionnant, donc on avait envie de continuer à vous écouter. Je crois que vous voyez aussi dans le chat les remerciements voilà, des Alors personnes. non, je vais les regarder parce que moi, je ne regardais pas le chat du coup. Voilà. Bon, ben moi, je fais mon taxi m'attend en bas, je file à Fontenay. Merci beaucoup pour cette intervention qui était passionnante. On remet de toute façon le webinaire en rediffusion sur la chaîne YouTube et on envoie un email de toute façon aux participants également avec des ressources complémentaires que vous nous avez partagées. Très volontiers. Et je voudrais dire à Morgane qu'il faut transformer cette souffrance en espoir. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on s'attache tous à faire. Et il faut le faire sur toutes les générations en même temps. Pas facile pour les jeunes. Parce que c'est vrai qu'au passage, ils ne vivent pas dans un monde aussi idyllique que celui de mon adolescence. Mais bon, on y va. Hein. Oui, merci pour cet espoir partagé et à très bientôt pour un prochain webinaire. Et pourquoi pas, Marc-André, si vous êtes disponible, repasser un peu de temps aussi avec nous pour partager encore vos connaissances. Ce sera avec grand plaisir. Oui, ben, d'ici un an, on en refait un. Volontiers. Avec Au revoir, plaisir. merci d'avoir été là surtout. Merci.